Il y a une mouche là, je sens que ça va me gaver. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous êtes confortablement installés. Bon appétit, puisqu'on se retrouve une nouvelle fois pour un manga vorace, l'épisode du mardi midi, avec au menu cette semaine du Rooster Fighter, la boîte lumineuse, du Shangri-La, les liens du sang, du Bizarre Adventure, et on commence tout de suite avec le coup de cœur de la semaine, Soul Keeper. Donc Soul Keeper, tome 1 et 2, par Tsutomu Takahashi. C'est une série qui sera en 8 tomes, ça va aller assez vite, puisque là, du coup, on a déjà le premier quart de l'histoire. Comme toute série courte, on attend du rythme, on attend de l'intrigue, on attend une résolution surtout de cette intrigue. Je pense que c'est bien parti, je pense qu'on sera bien servi à ce niveau-là. Alors, de quoi donc ça nous parle? Rion est le fantôme d'une jeune fille un peu rebelle qui vit dans l'au-delà et passe ses journées à jouer au Reversi au lieu de suivre les cours de réincarnation. Alors oui, vous êtes mort, vous allez dans l'au-delà, vous allez suivre des cours à l'école, des cours de bonification de l'âme, et puis enfin vous pouvez être réincarné et allez hop, c'est reparti pour un tour. Voilà un petit peu l'idée, c'est plutôt amusant je trouve. Finalement, son côté un peu rebelle lui empêche de suivre les cours convenablement, et hop, elle va être envoyée directement sur Terre, elle va y être envoyée en tant que stagiaire dans le but de réaliser une mission. Elle va donc devenir l'esprit protecteur d'un être humain, tirée au hasard, mais elle tombe sur le premier ministre japonais, plutôt mal aimé dans son pays, et dont il reste à peine 500 jours à vivre. Cool, 500 jours, c'est pas si long pour un stage, surtout quand on est dans l'au-delà, donc tout va bien. Mais pas tant que ça, parce que sa mission va s'avérer être beaucoup plus fatigante et difficile qu'il n'y paraît. Et oui, après tout, il s'agit du Premier ministre. Alors, avec Soul Keeper, Tsutomu Takahashi revient en fait à sa thématique d'origine qu'il leur a fait connaître, c'est-à-dire l'utilisation des fantômes dans ses œuvres. Œuvre dans laquelle va se mêler à la fois fantastique, politique, pour un mélange curieux et étonnant, mais encore une fois, efficace et maîtrisé. Oui, parce que la rencontre improbable entre une jeune fille de 18 ans véritablement tombée du ciel et un homme politique, le Premier ministre japonais donc, va permettre à Takahashi de jouer avec ce qu'il maîtrise le mieux, l'atmosphère de ses œuvres, son ambiance, ses contrastes. Et ça fonctionne incroyablement bien. On ressent à travers le trait le côté lumineux et fantomatique de l'héroïne, plus clair, presque transparent parfois, le côté plus partagé, plus vivant de notre héros humain, soumis entre ses doutes et ses certitudes, entre ses forces et ses faiblesses, pour un personnage alternant les contrastes, et enfin à travers un trait vraiment plus noir, celui du monde des ténèbres. Et ben oui, vous pensez bien que si nous avons un monde de l'au-delà lumineux, nous avons aussi un monde plus sombre des ténèbres. Évidemment. C'est simple de compréhension d'un côté, assez complexe d'analyse, et je trouve que cet auteur en est presque effrayant tellement il semble maîtriser à la fois l'originalité de ses œuvres et sa capacité à la rendre intéressante et complexe. Parce que oui, Takahashi nous délivre ici plusieurs messages. D'une part, tous les messages qui vont être liés aux croyances, aux religions, au monde de l'au-delà. D'autre part, à celui d'un monde politique avec ses enjeux, ses intrigues, ses certitudes, ses contradictions, dénonçant, je trouve, avec malice mais autorité, avec intelligence en tout cas, toutes les dérives et toutes les contradictions de ce monde. Le propos est propre, mais très engagé, pertinent, actuel, et le trait en vérité tout aussi nourri qu'à ses habitudes nous montre à quel point cet auteur maîtrise ses sujets aussi bien dans le fond que dans la forme. C'était une lecture très bonne, décidément entre Sido, entre Black Box, maintenant Soul Keeper et peut-être une autre œuvre à venir d'ici quelques temps, je me régale avec cet auteur, c'est un grand oui, c'était le coup de cœur assurément de la semaine. On enchaîne maintenant avec un manga qui est arrivé dans cette vidéo qui n'était pas prévu au programme mais j'ai pas pu résister de vous en parler, c'est Rooster Fighter pour une édition tout à fait qualitative, dorée comme ça avec une espèce de brillance, vous le voyez, et c'est étonnant parce que si vous faites attention, ce sera écrit édition limitée sur la cover, donc c'est presque du collector puisque ça signifie que cette cover là il n'y en aura pas pour tout le monde, un petit peu comme pour les Dr Stone chez Glénat. Vous savez, le côté un petit peu brillant, ce sera amené à disparaître des rayons à coup sûr lors de la prochaine réédition. Donc, si vous avez envie de vous procurer ce manga, méfiez-vous, la première édition est en édition limitée. Ça, c'est dit. Alors, de quoi donc ça nous parle? Bon, j'ai envie de dire de poulet. De coq en tout cas. Allez, en vrai, de gigantesques et monstrueux êtres font leur apparition au Japon.
détruisant et dévorant tout sur leur passage. Tout? Non. À l'exception d'un irréductible coq. Bien déterminé à sauver le monde. Alors oui, c'est une véritable parodie, aussi drôle que vive, débordant d'énergie et d'ingéniosité, d'action et de ce qu'il faut de what the fuck. Le manga n'en reste pas moins original à mes yeux, intéressant, et surtout, ne tombe pas dans le piège grossier du cliché déjà lu. Je trouve qu'on a en effet un scénario plutôt efficace, à la lecture légère, fluide, dynamique, agréable par son rythme, les pages se tournent bien, et son écriture, comme les traits, alterne entre un style caricatural et réaliste pour un rendu global très agréable de lecture. Pour moi, c'est une vraie réussite, c'est du tout bon, c'est même une sacrée surprise. Alors à l'intérieur, on va avoir de nombreux clins d'œil, sur plein de mangas. Je vais vous les énumérer vite fait, mais je vais pas trop vous les montrer. Pourquoi? Parce que je vais vous laisser le plaisir de les découvrir à l'intérieur même du manga, et puis si jamais vous en avez vu d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Alors moi, ce que j'ai trouvé, du One Punch Man, du Gantz, du Hokuto no Ken, du Dragon Ball, du Goldorak, du Jagan, du Kaiju, du Gon, le dinosaure, et du One Piece. Allez, bonne recherche. En conclusion, c'est une vraie bonne lecture, c'est une vraie bonne surprise, une lecture vraiment popcorn à souhait, mais vraiment pleine de surprises. En vérité, j'ai hâte de découvrir le tome 2. C'est vrai que j'étais un petit peu fâché avec les mangas connotation what the fuck chez Mangetsu. J'ai été très déçu par Ping Kong, vous le savez. Ceci dit, la Rooster Fighter, je pense que je vais passer un bon moment à chaque fois. Donc j'ai hâte au tome 2, affaire à suivre. C'est la vraie découverte. Voilà, c'est la vraie bonne surprise, la vraie découverte de la semaine. Rooster Fighter, tome 1. Au menu maintenant, la boîte lumineuse éditée chez Le Lézard Noir qui a décidément une bien jolie collection. Pour une édition agréable mais plutôt fragile, oui, puisque vous voyez, on est sur du cartonné relativement fin sans jaquette, mais le format est très agréable à la lecture et sa taille sous-entend une certaine maturité dans le contenu, car oui, je fais partie de ceux qui pensent que le format des mangas sont des indicateurs sur la maturité, sur le contenu qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. Pas forcément à chaque fois, mais globalement, je pense que vous serez assez d'accord. La boîte lumineuse est une supérette située entre le monde des vivants et celui des morts. Les clients qui s'y rendent errent entre ces deux mondes et en entrant dans ce lieu insolite, lumineux, mais perdu au milieu des ténèbres, sont dans l'attente de leur destinée. On peut voir ce manga comme une espèce de slice of life un peu fantastique, un recueil d'histoires courtes s'articulant autour de la vie et de la mort, de la lumière et des ténèbres, et en général, plus globalement, du quotidien. Avec un trait léger, presque parfois transparent, simple, même de temps en temps simpliste, l'œuvre nous plonge dans un récit qu'il faut saisir véritablement à la volée. En accepter les contours, les règles et même son inconnu qui sont posés tels quels. Car en effet, on évolue quasiment dans un lieu clos qui n'a pas forcément l'intention de délivrer tous ses secrets, de délivrer toutes ses règles, tous ses fonctionnements. Oui, la boîte lumineuse, elle était là avant nous, elle fait ce qu'elle a à le faire de façon certaine et assez autoritaire finalement. Et nous, simples lecteurs, simples spectateurs, nous découvrons le temps de quelques chapitres ce fonctionnement, cet univers, et on doit en accepter les règles telles qu'elles sont posées, on n'en saura pas plus. Donc oui, en tant que lecteur assez incrédule et sûrement naïf, lisons cette histoire en silence, et finalement on va être un petit peu témoin le temps de quelques chapitres de la vie et de ce qui se passe à l'intérieur de cette petite supérette. C'est assez étonnant dit comme ça, mais bizarrement, ça marche très bien. Finalement, on se sent presque perdu dans ce lieu qui est placé au milieu de nulle part, qui est le seul endroit lumineux au milieu des ténèbres, au milieu du néant. Vous le voyez sur la cover, c'est pas une tricherie, cet endroit est lumineux et tout autour, on sent bien qu'il n'y a absolument rien. On a presque envie de pas fermer le manga puisque ça semble être le seul endroit un petit peu lumineux où il y a de la vie. C'est tout à fait perturbant. Et du coup, on se retrouve à tourner facilement les pages avec envie, avec curiosité et avec plaisir. D'autant plus que la fraîcheur des personnages qu'on va rencontrer à l'intérieur rendent ce lieu tout aussi mystérieux que familier. Ce que je trouve est assez paradoxal, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que l'auteur souhaitait générer chez le lecteur. Pour le coup, ça marche très bien. Donc pour moi, c'est un one-shot à découvrir. Vraiment, il fait bien le travail, d'autant plus qu'il a la malice d'avoir 2 volumes, puisque un tome 2 sortira. C'est un manga qui peut se lire indépendamment
de l'autre, un petit peu comme pour la série des Émanons, mais dont la lecture globale rend le tout évidemment plus cohérent, d'autant plus que ce tome nous laisse véritablement sur notre faim. Bref, un bon one-shot, une bonne surprise également, la boîte lumineuse. Si vous êtes amateur du genre, ça fera très bien la blague. On enchaîne maintenant 4e manga avec Les Liens du Sang, tome 11 pour une édition chez Kiun, tout à fait acceptable, ce papier cartonné fort agréable et cette épaisseur de manga, cette édition si caractéristique à l'éditeur. Je vais éviter de vous faire un résumé des Liens du Sang car inévitablement ce serait vous spoiler de façon grossière et relativement conséquente le contenu du scénario, et s'il y a bien quelque chose à ne pas faire avec les œuvres de Shuzo Oshimi, c'est bien de trop en dire, tellement ces œuvres génèrent beaucoup de sentiments à la lecture, des sentiments profonds, malaisants, toujours intenses. Donc, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on a une œuvre aussi fascinante que dérangeante, à l'ambiance et au rythme étouffant, mais à l'intrigue plutôt fine, plutôt épurée, le tout se jouant dans un monde réaliste et dramatique. Alors autant je me disais que 11 tomes ça commençait à faire beaucoup pour Les Liens du Sang, autant là j'ai pris une grosse claque. Je m'attendais pas du tout à lire ce que j'ai lu dans ce tome, ça va au-delà de mes espérances, ça va au-delà de la surprise, c'est vraiment une vraie claque. Pourquoi ? Parce qu'avec ce tome, on entre véritablement dans la démence, dans la folie, dans la paranoïa. Je vous l'ai dit, la surprise était aussi inattendue que délicieuse. Le scénario repart de plus belle, je pense que vous serez d'accord pour ceux qui ont lu l'œuvre. On avait l'impression d'arriver au dénouement final, à sa conclusion, que même peut-être ça avait tendance à se dilater dans son intrigue. Je m'y attendais pas. Là, double claque, et étonnamment, maintenant je n'attends qu'une seule chose, c'est de découvrir le tome 12, et sûrement le tome 13 et 14, on aura encore quelques volumes avant la véritable conclusion. J'ai l'impression qu'on part sur un second cycle, que l'auteur, mine de rien, nous aura quand même bien mené par le bout du nez. C'est bien joué, ça se lit toujours aussi vite, les traits sont toujours aussi agréables, le rythme est toujours aussi bien maîtrisé, avec des jeux de regard, avec ce qu'il faut, quand il faut, de texte. C'est vrai que ça se lit vite, mais c'est tellement bien maîtrisé qu'on n'a rien à dire. C'est une grande réussite depuis le tome 1, mais en plus ça repart de plus belle, donc quoi demander de plus ? Bah si, le tome 12 en vérité. On va enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus jeune et de beaucoup plus dynamique et léger. Shangri-La Frontier, tome 4 chez Glénat, c'est déjà le tome 4 et Shangri-La Frontier nous parle d'un jeu vidéo, d'un AAA dans lequel un héros va plonger directement avec une allure très particulière et c'est très fun. C'est très fun parce que quand vous êtes amateur de jeux vidéo ou de jeux de rôle ou d'RPG, de jeux de plateau, et ben en fait vous avez plein de clins d'œil, plein de codes qui sont réutilisés, des codes que vous connaissez, et donc vous évoluez dans un monde que vous ne connaissez pas, celui de Shangri-La, mais avec des codes et des fonctionnements que vous connaissez, que vous maîtrisez, avec pas mal de clins d'œil, et ça marche terriblement bien. L'avantage de Shangri-La, c'est qu'on peut quitter le jeu pour pouvoir retrouver la vie de tous les jours, voire même intégrer d'autres jeux comme les fameux jeux booze, dans lesquels on a beaucoup de bugs dont on entend parler depuis le tome 1. Ce qui est très drôle, c'est que dès le début de ce tome 4, on va être plongé dans un jeu booze avec des bugs. J'ai adoré la façon dont étaient scénarisés ces fameux bugs. C'était très drôle, très sympa. C'est sûr que si vous n'êtes pas amateur de jeux vidéo et que vous lisez ce manga, vous n'allez pas forcément tout saisir. Ça va pas forcément vous parler et vous allez trouver l'œuvre relativement moyenne, j'en suis à peu près certain, mais à l'inverse, si vous êtes un peu joueur, allez, c'est un vrai régal. Là, moi, j'ai adoré. Alors, c'est frais. Là aussi, on a une lecture très popcorn, oui, mais ça marche. D'autant plus que le trait, les dessins, les perspectives, les mises en scène sont fraîches, dynamiques et relativement énergiques. Ça fait une lecture vive et rapide, fraîche et agréable également. Donc, ça passe très bien. L'intrigue, elle, est menée avec une certaine intelligence, avec du rythme, on en apprend à chaque fois davantage, pas trop, mais ça avance systématiquement et assez rapidement. Très bon moment, Shangri-La Frontier, un bon manga. Si vous cherchez un petit peu d'RPG, un petit peu d'Heroic Fantasy, un petit côté Isekai, jeu vidéo, bah écoutez, celui-là, ouais, il marche très bien, moi je me marre, et c'est une bonne surprise parce que je m'y attendais pas, j'étais un petit peu réticent à sa lecture au début, et en fait ça passe. Et je sais que je suis pas le seul pour qui ça a fait cet effet-là, donc voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes intrigué ou intéressé. Et on conclura rapidement avec un 6e tome, oui 6 au lieu de 5. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler vite fait de Georgius Irene, le second one-shot que j'ai pu lire, le second recueil d'histoires courtes que j'ai pu lire dans le coffret
Bizarre Adventure. On n'a toujours rien à dire au niveau de l'édition avec les pages couleurs, le papier glacé, les post-face de l'auteur qui nous raconte un petit peu comment lui est venue ses idées et pourquoi il en a fait un recueil, une histoire courte et pas une série longue, tout ça, donc ça marche très bien, c'est très agréable l'édition, ça y a pas photo. Dans ce recueil-ci, on retrouve des personnages que l'on pouvait déjà connaître et des histoires un peu plus vieillottes, donc on alterne comme ça entre les époques. Je l'ai trouvé un tout petit peu moins bon dans son contenu et dans l'originalité des histoires que dans Under Jailbreak, Under Execution. Mais je ne les lis pas dans l'ordre. Donc celui-ci présente sûrement des histoires qui ont été faites avant, et donc celui que j'ai lu précédemment était sûrement un peu mieux maîtrisé sur le côté scénaristique. Oui, ça reste très bien à lire, mais vraiment très bien à lire. Encore une fois, si vous êtes fan de l'auteur, c'est un coffret qui est fait pour vous. Encore une fois, si vous avez envie de découvrir cet auteur et de ne pas aller vous ruiner dans le commencement de la série des JoJo, ce que je comprends tout à fait, ça peut être une très bonne alternative, même si le coffret est relativement onéreux. Soyez certain que c'est un investissement sur le long terme, car je pense que c'est un coffret qui ne perdra pas dans sa valeur. Pécuniaire, j'entends. Voilà, donc je vais découvrir le tome 3 et le tome 4, j'en parlerai également brièvement pour vous faire un topo global. Et puis si vous avez quelque chose à dire, ou si vous avez quelque chose à apporter sur ce coffret, sur ces œuvres-là, sur ces one-shots, sur ces recueils, vous êtes les bienvenus en commentaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. En attendant, lisez plein de mangas, et moi je vous dis